Et ce vendredi, on prend la direction de l'Afghanistan. Pour en parler avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nathan. Alors ils ont décidé de ne pas décider hier. L'OTAN a reporté sa décision concernant sa présence en Afghanistan. En revanche, l'organisation a choisi de renforcer ses effectifs en Irak. On passera de 500 à 4000 hommes. Emmanuel Dupuis, comment expliquer que ce soit si simple, entre guillemets, de prendre une décision concernant l'Irak et pas l'Afghanistan? Qu'est-ce qui rend la situation dans le pays si complexe? Écoutez, je crois que la meilleure façon de répondre à votre question, c'est de paraphraser le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ancien Premier ministre de Norvège, qui finalement a donné la solution à cette inextricable question en évoquant le fait que cette guerre n'est pas gagnable, mais l'OTAN ne peut pas se permettre de la perdre piteusement. Je crois que le maintien des troupes en Afghanistan est tout simplement du plastronnage, il faut appeler un chat, comme on dit, et d'une certaine manière, on veut maintenir une présence, sachant que de toute façon, les opérations de l'OTAN sont quasiment toutes suspendues et que, accessoirement, il n'y a pas d'attentat commis depuis quelques mois parce qu'il y a eu cette négociation directe entre les talibans et les Américains, mais que dès qu'il y aura, et c'est paradoxal, la signature de l'accord de paix ou la non-signature de l'accord de paix, les troupes étrangères seront ciblées. Donc, d'une certaine façon, qu'il y ait actuellement 9600 troupes ou qu'il n'y en ait quasiment aucune, ça revient absolument au même. L'OTAN ne sert plus à grand-chose en Afghanistan. Contrairement à l'Irak, où il y a une justification toute simple, c'est qu'on va passer on va augmenter jusqu'à 4000 hommes, tout simplement pour former l'armée irakienne, puisqu'il s'agit maintenant de passer le relais aux forces armées irakiennes pour combattre ce qui reste de Daesh et assurer la sécurité de ce pays. Après, quand même, là aussi, il faut le rappeler, 16 ans d'occupation ou 16 ans de présence internationale, et en Afghanistan, désormais 20 ans. Exactement. Et vous parlez donc de patronage de la part de cette mission de l'OTAN. Pas d'amélioration possible, selon vous, des négociations avec les talibans qui seraient vaines? Elles sont paradoxales, ces négociations. Les Américains les ont initiées déjà de manière bilatérale, sans y associer le gouvernement afghan, ce qui était un petit peu cavalier. On a d'abord eu un dialogue qui avait commencé du reste il y a longtemps, dès 2014, entre les Américains et les talibans pour s'assurer une sorte de sauve-conduit et donc de veiller à ce qu'il n'y ait plus d'attentats commis contre les soldats américains et singulièrement les soldats de la coalition de l'OTAN qui sont encore présents, puisqu'il y a 36 États qui sont présents dans le cadre de cette mission. Mais il faut rappeler effectivement que les Américains ont mis en avant... déjà, ils ont le leadership pour une raison simple. Ils ont été jusqu'à 90 000 hommes parmi les 150 000 hommes qui ont été présents en Afghanistan au plus fort de la présence internationale, c'est-à-dire entre 2010 et 2014. Mais ils ont surtout eu 2500 de leurs soldats qui ont été tués et la coalition internationale 3500. Donc évidemment, on peut comprendre de leur point de vue la nécessité de ramener les soldats américains sur le territoire, sur leur territoire bien sûr, et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'attentat. Le paradoxe vient du fait que l'on négocie avec les talibans alors que la paix n'est pas au rendez-vous, alors que les négociations ont lieu à Doha, au Qatar, depuis février 2020. Les attentats s'égrènent à un rythme quasi quotidien, encore la semaine dernière à Kaboul et dans un certain nombre d'autres villes du Sud, à peu près une trentaine de morts. Donc c'est évidemment un paradoxe qui veut que les talibans négocient alors qu'ils commettent toujours des attentats pour arriver en position de force, avec là aussi un changement de tactique, puisque là où ils faisaient des attentats en nombre, maintenant ils ciblent plus précisément les personnalités qui les gênent, les journalistes, les magistrats, les militants, les femmes, les militaires bien sûr, les responsables des forces de sécurité, les responsables des services de sécurité précisément, et que bien évidemment, on ne peut pas vraiment appeler ça une négociation de paix. C'est la raison pour laquelle elles stagnent depuis qu'elles ont été initiées par les Américains en février de l'année dernière. Et la position américaine, elle est assez complexe. Ils ont l'air un peu tiraillés. S'ils se retirent, toutes les avancées pourraient être perdues, puisqu'on le disait, les talibans, ils sont toujours en force dans le pays. Ils multiplient encore les attaques. S'il reste les Américains, eh bien, ces attaques, elles se dirigeront de nouveau vers leurs troupes et on se dirige vers un nouveau conflit sans fin. Quelle est la position pour l'instant de Joe Biden là-dessus? Est-ce qu'il
il n'a pas encore donné de position précise, mais va-t-il, selon vous, suivre la doctrine de Trump qui voulait ramener les hommes à la maison, ou va-t-il, comme il l'avait annoncé, se ranger un peu plus du côté de l'OTAN et éventuellement prolonger? On sait que c'est, encore une fois, une question très difficile pour eux. Alors, les Américains ont un peu précisé leur pensée à l'occasion donc de ces 2 jours de débat qui se sont tenus dans le cadre de ce premier sommet des ministres de la Défense de l'OTAN, auquel participait le secrétaire à la Défense américaine, Lloyd Austin. Ils ont été un peu plus précis en disant qu'ils mettaient pour l'instant une sorte d'aggiornamento à leur participation aux négociations avec les talibans. D'ailleurs, les talibans l'ont parfaitement compris en multipliant dans la foulée un certain nombre de déplacements à Moscou, à Ashgabat au Turkménistan, à Tachkent en Ouzbékistan et évidemment à Téhéran en Iran, pour évidemment mettre la pression sur les Américains pour dire qu'ils ne sont pas les seuls avec lesquels ils pourraient négocier. Mais effectivement, le président Joe Biden est un petit peu piégé par la décision américaine. Le président américain avait promis de renvoyer les 2500 militaires américains encore présents sur le territoire afghan d'ici le 1er mai. Joe Biden peut difficilement les maintenir de nouveau, comme vous l'avez dit, par rapport à ce piège qui est tendu à la coalition internationale sous mandat OTAN et aux États-Unis, et qui se résume en fait à une phrase: si les Américains continuent de négocier, ils partiront avec le sentiment d'avoir échoué, et donc de donner le sentiment annexe que les talibans ont gagné ce conflit, aux grandes dames évidemment des Afghans. Et bien évidemment, s'ils restent, ils seront les premières victimes, puisque les attaques qui pour l'instant les ont épargnés depuis plusieurs mois seront de nouveau ciblées contre eux. Donc le président Biden a décidé, par la voix d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, de ne pas décider, tout comme l'OTAN, en se laissant encore quelques semaines pour voir si l'on peut trouver un arrangement avec les talibans. Et alors, vous le disiez, les talibans, ils ont un petit peu la main mise. En tout cas, ils ont une position de force dans ces négociations. Les attaques se multiplient. Comment expliquer ça? C'est quoi le problème? Un État pas assez fort qui n'a pas de contrôle sur l'ensemble de son territoire? Il y a ça, bien sûr, et ça c'est une réalité déjà depuis une trentaine d'années, bien avant d'ailleurs l'intervention occidentale pour lutter contre Al-Qaïda et l'enquistement d'Al-Qaïda donc en Afghanistan, d'où sont parties les attaques du 11 septembre 2001. Il y a effectivement un affaiblissement de l'État, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi le rôle des puissances limitrophes qui sont évidemment critiquables au sens littéral du terme, et je pense notamment au Pakistan. Il faut bien avoir à l'esprit que les talibans sont une organisation qui ne considère pas qu'il y ait de frontières, justement. Ça met une fameuse ligne du rang qui n'a jamais été reconnue par l'Afghanistan. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas seulement traiter la question des talibans et de la stabilité de l'Afghanistan sans traiter aussi celle du Pakistan et sans traiter le bon voisinage entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et puis, évidemment, l'Afghanistan est un pays enclavé, c'est un pays pivot, et c'est un pays stratégique qui amène vers l'océan Indien, qui justifie un retour d'intérêt de la part de la Russie. C'est un pivot absolument essentiel pour la Chine qui y traverse, ou qui compte y faire traverser ses chemins de fer et accessoirement ses routes de la soie. C'est également un élément absolument déterminant pour l'Iran, premièrement parce qu'il y a 5 millions de chiites en Afghanistan, et ce sont eux qui sont les principales cibles des derniers attentats depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et puis bien évidemment le fait que l'Afghanistan est important pour nous, communauté internationale. Nous nous sommes engagés il y a de cela 20 ans pour éradiquer le terrorisme, et on voit bien qu'on est en train de négocier avec ces mêmes groupes armés terroristes, même si les talibans ont promis de rompre avec Al-Qaïda et avec le terrorisme international. Mais on voit bien qu'évidemment, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'une bonne partie du leadership taliban soutient ou, d'une certaine façon, légitime sa relation avec Al-Qaïda. Il y aurait, par exemple, encore entre 180 et 200 membres d'Al-Qaïda qui sont sous l'égide ou travaillant, entre guillemets, main dans la main avec les talibans. C'est effectivement un problème inextricable, carence de l'État, insuffisance de l'État à fonctionner seul. 90% du budget de l'Afghanistan vient de la communauté internationale. Et puis, bien évidemment, le problème de la corruption, qui est un problème endémique, pas seulement en Afghanistan, mais c'est un élément très important
car une bonne partie de ceux qui prennent les armes contre le gouvernement afghan partent du principe que ce gouvernement afghan ne met pas suffisamment de moyens à disposition dans les parties les plus éloignées de la capitale Kaboul. Et c'est aussi un élément que l'on peut retrouver dans d'autres cieux ou dans d'autres théâtres d'opération, au Sahel par exemple, où l'absence de l'État est remplacée par quelque chose d'autre. Et cet élément perturbateur, ces groupes armés que nous qualifions de terroristes, à juste titre, puisque malheureusement 45 000 Afghans ont été tués depuis 2001, et parfois vécu par les populations un peu différemment que nous les percevons. Bien sûr, bien sûr. Merci Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous ce matin sur cette impasse afghane et ce dossier complexe. On rappelle donc que l'OTAN n'a pas su se prononcer hier sur cette présence en Afghanistan, pays dans lequel les attaques des talibans est en recrudescence depuis maintenant plusieurs mois. Voilà, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.